Bonjour à tous, c'est Pierre pour Technoïd et bienvenue pour le test du Galaxy Note 8 de chez Samsung. Donc, bien évidemment, il n'est pas obsolète, c'est pas parce que le S9 est sorti que forcément le S9, enfin le Note 8 ne sert plus à rien, loin de là, et au contraire. Alors, ce qu'il y a déjà en première chose, c'est que le Galaxy Note 7, forcément, il n'a pas eu une très longue durée de vie. Ça, c'est un peu le problème. Surtout, il a été vite dégagé. Et donc, ce qui fait qu'on est passé directement donc, du Galaxy Note 5 qu'on n'a pas eu en Europe au Galaxy Note 8. Donc, ce qui fait que nous, on est passé du 4 au 8. Parce que bon, ils ont zappé le 6, ils l'ont directement appelé le 7. Et donc, voilà, bon, c'est tout un bordel au niveau des noms. Résultat, donc on a le Galaxy Note 8 avec son écran 18/9. C'est surtout ça qui va être intéressant. Donc, en termes d'optimisation, etc., de l'espace. On a surtout en fait, c'est le premier Samsung avec le double capteur photo. C'est surtout ça l'une des grosses nouveautés. Avec le 18/9, forcément, on a un écran HDR, on a pas mal de petites choses. Après, on va voir selon le test, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui va bien. Le truc où je me suis vraiment éclaté, c'est la photo, et ça, on va en parler aussi dans le test. Donc après aujourd'hui, au départ, il était sorti à 1009 €. Alors, pas 999, pas 1059, non, 1009 €. Vous avez juste le 9. Ils auraient pu mettre 1001 € pour dire, regardez, on est juste au-dessus de la barre des 1000. C'était à l'époque de l'iPhone X, forcément, il fallait frapper fort en termes de prix. Et donc, ce qui fait que, après, il y a juste deux choses qui fait que j'adore aussi ce téléphone. Il a un port jack. Et il a, en plus de ça, un port micro SD. Et en plus, ils ont réussi à caser un stylet. Apple, vous êtes vraiment pas très fort pour caser un port jack. Donc, voilà, moi je suis très content que Samsung continue, et même le S9 là toujours, comme quoi c'est possible, continue toujours d'avoir un port jack et un port micro SD. Continue comme ça, j'encourage vivement. Alors, je suis une toute petite voix parmi le monde, mais une voix parmi d'autres, c'est une voix parmi d'autres, après tout. Puis bon, une voix qui a un petit peu d'influence quand même, faut pas déconner. Au-delà de ça, donc ce qui fait que voilà, il y a plein de choses sur ce Galaxy Note 8. Pour ceux qui ont vu le test express, vous savez déjà mon avis. Je vais pouvoir m'étendre un peu dessus. On passe tout de suite au test. Au niveau du design, donc le Note 8 se démarque sur divers aspects, on va voir ça tout de suite, mais tout d'abord faisons un tour du propriétaire. Alors, le Note 8, donc c'est un écran de 6.3 pouces qui est incurvé, donc ça c'est le côté très Samsung, donc l'écran est incurvé. Du côté droit, nous avons droit donc au bouton Power. En haut, nous avons droit au port donc nano SIM et port SD, ici le micro ambiant. Du côté gauche, nous avons droit au bouton Bixby, on y reviendra sur la partie surcouche, et le bouton Power. En dessous, nous avons droit à un port jack, le port USB type C, le haut-parleur, le micro principal, donc les antennes qu'on a aussi en haut d'ailleurs, et aussi le stylet. Et pour finir, le dos,
Alors le dos qui, alors au-delà de prendre les traces de doigts, oui, blablabla, nettoie tes mains, nettoie le téléphone, blablabla, bref, il prend les traces de doigts. Au-delà de ça, donc on a un double capteur photo, premier de tous les Samsung d'avoir un double capteur photo, avec toujours le capteur biométrique, laser, etc. Et le flash, et ainsi que le lecteur d'empreintes qui sont mis sur la même ligne. Et là, c'est un peu le truc un peu étrange. Et ce qui fait que bah, c'est l'une des premières choses qui m'a toujours choqué sur cet appareil-là. J'essaie d'avoir quelque chose d'un peu mieux. En fait, ça m'a toujours choqué parce que... alors déjà, pourquoi mettre le lecteur d'empreintes à gauche? Parce que, alors, certes, on l'utilise à gauche, mais même quand on l'utilise à deux mains, il est très, très dur à avoir. Autant il réagit plutôt bien, autant il est quand même très difficile d'accès. Il est vraiment là par défaut. Ils disent qu'ils savaient pas où le mettre, ils l'ont mis là. Mais je veux dire, autant le Sud j'aurais pu comprendre, autant le Note 8 j'ai pas compris. Ce qui fait qu'il fait partie de ça, et je trouve ça pas du tout design. Je trouve que c'est très mal intégré. Et c'est pas très design en fait. Je trouve que c'est le côté un peu moche de ce design, c'est que l'intégration des appareils photo avec le lecteur d'empreintes, avec ce simple rectangle où les deux sont mis, ça manque d'un truc. Ça manque d'une recherche de design, c'est simplifié au maximum. Et j'aime pas forcément en fait, enfin j'aime même pas du tout. Et surtout je ne comprends pas cette décision quoi. Donc ce qui fait que malheureusement, oui, je suis pas du tout emballé par ce design au dos. Euh, Au-delà de ça, donc après, ce qui vient, c'est que, alors là, je reparlerai sur la partie logicielle, mais c'est le réveil aussi. Le Always On Display donne un vrai cachet, en fait, en termes de design. Donc, je vais essayer de le réveiller. Allez. Bon, je le réveille pas. Mais en fait, ce qui est bien, donc, c'est que quand il est allumé, donc, normalement, peut-être comme ça. Est-ce qu'il va s'allumer? Hop. Non, il veut plus s'allumer. Euh, donc, ce qui fait que, ce qu'il y a de bien, c'est que on a donc le côté, ah bah, il m'a reconnu directement. Donc, on a l'écran qui normalement s'allume, le Always On Display est normalement activé. Là, bon, là pour le coup, il réagit pas parce que bon, pour lui, il n'a pas besoin de se réveiller. En termes de petites choses aussi qui font tiquer certaines personnes, moi ça me fait pas plus tiquer que ça, c'est que hop, ici, en fait le port USB type C n'est pas aligné, en fait il n'est pas centré sur la longueur ici, et donc ce qui fait que pour certaines personnes c'est un peu gênant. Au-delà de ça, je vois pas forcément autre chose, la prise en main est plutôt bonne, par contre le gros souci, ça va être surtout ça. Alors vas-y, déverrouille-moi. Et en fait, ça va être surtout d'aller chercher tout en haut. Vraiment, je trouve que c'est le plus gros problème, c'est que 6,3 pouces, c'est trop en fait. C'est vraiment trop et on doit vraiment aller le chercher. Je trouve ça dommage d'avoir ce système-là. Donc, ce qui fait que hop, ce qui fait que ça c'est vraiment dommage et c'est le plus gros problème, c'est qu'en fait le 18 neuvième pour moi n'est pas forcément une bonne idée et ce qui fait que ça les tire vachement et pour aller le chercher, bah, vous voyez comment je vais aller chercher avec ma main, à une main c'est vraiment pas agréable, c'est vraiment un téléphone qui est pensé pour l'utiliser à deux mains. Ça va être vraiment la chose principale qui fait que ça devient trop grand à mon sens. Et bah, le design de l'appareil photo avec le lecteur d'empreintes, je trouve ça extrêmement moche. C'est pas du tout intégré, c'est fait à l'arrache pour moi, et c'est pas du tout recherché. C'est le gros problème que j'ai. Au-delà de ça, il prend beaucoup les traces de doigts, on peut le voir. Ça va être surtout ça, comme on peut le voir là, il prend très vite les traces de doigts. Et au niveau des rayures, il faut faire attention sur les coins forcément, et notamment l'écran lui-même. On a droit forcément comme c'est incurvé, c'est surtout ça le problème. Alors trouver des protections c'est un peu compliqué, donc là il faut plus chercher du côté des coques, c'est surtout ça qu'il faut aller chercher pour le coup, mais ça va agrandir encore le smartphone, etc. Mais le côté incurvé fait que ça va être un petit peu plus fragile, notamment sur ces coins-là, au niveau de tout ce qui est poussière, etc. Au niveau de la surcouche, là j'ai eu plutôt de la chance puisque j'ai eu droit à Android Oreo, donc là c'est plutôt cool, avec donc Samsung Experience 9.0 et c'est le côté assez cool du truc. Donc 8.0, il a été donc déployé il n'y a pas très longtemps, donc vous regardez l'unboxing, vous l'avez une semaine avant, en gros je l'ai reçu à ce moment-là. Donc ça c'est le côté assez cool. On a une surcouche qui reste en soi assez légère avec Bixby, alors Bixby par contre c'est le gros problème. Bixby, je ne comprends pas à quoi tu sers.
J'aime bien Google Now Launcher parce que j'aime bien les informations. Autant avoir Bixby, bon, c'est plutôt sympa. Il y a des petites choses que j'aurais pas forcément mis. Alors, le côté niveau de Bixby 1, on s'en fout complètement. Il y a plein de petites choses comme ça. Mais après, il y a des choses que j'aime bien. Le fait d'avoir la gestion Twitter, YouTube, etc. C'est assez cool. Il y a des choses assez cool. Par contre, avoir mis un bouton pour ça, c'est inutile. Au mieux. Gênant au pire. Au départ, je ne comprenais pas forcément la critique qui a été faite sur Frandroid du fait qu'il y ait en fait le bouton soit gênant au niveau du bouton volume, mais il est vrai que parfois on va se tromper et en fait on va ouvrir avec Bixby. Alors, le truc c'est que par exemple si je suis, allez, on va lancer Memdroid, en fait ça va être vraiment, ça va s'ouvrir à n'importe où. Je vois pas l'intérêt en fait. C'est typiquement un volet qu'on va aller chercher sur le menu en fait, parce que ça va être vraiment les news, les petites choses par-ci par-là. Mais c'est pas du tout l'intérêt d'aller l'ouvrir n'importe quand. C'est pas indispensable à ce point-là en fait. Et le fait d'avoir un bouton pour ça, je trouve ça complètement naze. Que ce soit Google Now Launcher ou non. Et ça apporte rien du tout à l'expérience d'avoir un bouton physique. Je pense que Samsung essaie de mettre en avant quelque chose, mais en fait derrière ça sert à rien en fait, ça sert strictement à rien et pour le coup l'intérêt reste beaucoup trop limité pour avoir cet intérêt là. Au-delà de ça, la surcouche, alors la partie galerie, ce qui va être intéressant par rapport à la photo par exemple, alors en soi c'est une galerie classique, mais ce qui va être intéressant, alors je vais peut-être baisser un poil la luminosité, là ça devrait être mieux, c'est par exemple pour tout ce qui est photo avec le zoom x2. Alors forcément, parfois on prend des photos en zoom x2, mais on a juste le zoom et en général on va reprendre la photo pour avoir le truc normal. Alors moi j'ai fait comme ça pour diverses raisons, parce que c'était entre guillemets plus simple pour moi par rapport à l'album, parce que le truc c'est que en fait c'est intégré, si vous voulez enregistrer l'autre photo, il faut l'enregistrer en tant que nouveau fichier. C'est pas forcément des plus pratiques quand on utilise par exemple Google Photos, parce que ça l'affiche pas. Mais ça gère les deux en fait, la galerie principale. Et donc par exemple si vous voulez voir en fait, regarde dans quel endroit j'étais, hop, regarde, tu vois tous les arbres et celui c'est lui au milieu, et donc avec le zoom, hop, on peut voir. Et donc ce qui fait que c'est assez sympa. Donc là c'est le côté assez cool. Aussi on a Bixby Vision qui va permettre de dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc c'est pas forcément con, donc ça va reprendre un peu les photos qu'il trouve. Alors là pour le coup il est complètement là, il est largué complètement. Le problème c'est qu'il est assez imprécis, je l'avais déjà vu plusieurs fois, je le trouve assez imprécis. Pas forcément utile en soi, c'est pour permettre de savoir ce que c'est. Là par exemple il a bien trouvé ce que c'était, c'est bien donc une tulipe, alors là pour le coup une tulipe violette, mais c'est ce qu'on peut voir un peu partout. Donc voilà, une belle tulipe, tout simplement. Si on veut en acheter, ce qu'il va m'en proposer par exemple, aucun produit correspondant trouvé, c'est con. Bixby Vision, c'est comme Google Lens, mais apparemment moins abouti de ce que j'ai vu. Je suis pas forcément bien emballé par ça. Voilà, c'est un peu ce que je pourrais dire. On a les différents albums. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire de plus? Il y a un petit peu de tout là, ok. Et là, ça va pouvoir voir en fait différentes choses. Alors des histoires, donc en fait c'est un peu comme ce que fait Google Photos, c'est-à-dire que ça va vous proposer, voilà, une journée que vous avez fait, allez, histoire du 18 mars. Ça c'est quand j'étais, on est allé manger un coup. Donc c'est exactement la même chose que ce que propose Google avec Google Photos. Sauf que là c'est intégré à l'application. Donc le côté partage de la vie privée est un petit peu mieux respecté. On va pouvoir changer la musique, on va mettre du texte, etc. Donc voilà un petit peu ce qui est possible. C'est une belle musique, hein. Voilà un petit peu ce qui est possible en fait. Bon bah c'est pas ouf, mais ça permet en tout cas ça. Voilà un petit peu. Alors après, on a d'autres choses plus intéressantes. On va voir PenUp. Alors ça va être lié par exemple en fait au stylet. Donc en fait c'est une application de partage de dessins et de création. Alors en fait ce qui est bien c'est soit on va créer nos propres dessins. Donc ce que j'ai fait par exemple, alors quand on touche là-dessus, hop, viens là. Donc j'ai ma collection, donc les brouillons. Donc en fait on va avoir soit ce système-là. Donc là normalement vous reconnaissez ce que c'est. Enfin normalement. Et donc par exemple, hop, on peut le poster, on peut continuer, on peut le garder en brouillon. Ça, j'en reviendrai après. Et voilà, après on peut dessiner, on a plusieurs choses. Et c'est vachement sympa. Je trouve ça vraiment, le style est vraiment sympa. Et il ajoute vraiment un plus. Hop.
il ajoute vraiment un plus. Alors bon, au-delà du coloriage, alors ça par exemple on va voir ça, mais on va voir des choses quand on n'a pas envie de s'emmerder parce qu'on sait pas dessiner comme moi, comme je dessine comme une brêle, on va voir ça. Ça, ce que j'ai fait, en fait là c'est vraiment du pur coloriage, c'est-à-dire dessiner dans les carrés. Ce que vous avez normalement, ce que j'ai montré dans le test express. Donc ça va être vraiment de pouvoir dessiner, de remplir les cases qui sont déjà, c'est-à-dire que je les ai pas dessinés du tout en fait, tous ces trucs-là. J'ai juste mis les couleurs, j'ai mis les nuances, et ça donne quelque chose d'assez sympathique. Euh, que je trouve très sympathique et qui est assez cool. Et il y en a plein en plus de ça. Il y en a plein, plein, plein. Donc par exemple, vous allez dans coloriage et vous en aurez plein à faire. Donc voilà, vous êtes dessinateur, le Galaxy Note le met bien en avant. D'ailleurs, vous avez le Samsung Note qui va permettre, alors là pour le coup, c'est encore pire. Alors, en plus de ça, ce qui est bien avec ça, donc bon, au-delà de ça, alors hop, donc forcément, là j'ai du mal en fait. En fait, moi j'ai beaucoup de mal à écrire avec de façon assez jolie avec le stylet. Alors par contre, si je le pose, peut-être que je... Alors après, j'écris pas super bien, mais c'est déjà un peu mieux. Après, c'est une habitude à prendre parce que, alors, il y a quand même une bonne évolution. Moi, la dernière fois que j'ai eu un Galaxy Note, c'était le 3. Ce qui est bien avec celui-là, c'est que la mine est beaucoup plus douce, elle adhère un petit peu, ce qui permet d'avoir ce côté effet un peu papier, un petit peu mieux. Après, j'écris pas forcément bien. Là, bon, là, ça se voit. Bon, là, c'est même pire que d'habitude. Mais en gros, c'est ça. Donc, hop. Alors là, par exemple, ça va écrire le trait entier, ce qui est plutôt cool, c'est assez efficace. Donc, hop. Hop. Ouais, oui, hop, on efface tout simplement. Alors normalement... Après, je suis pas clair. Mais par exemple, voilà, on a ça, on a un petit bouton aussi qui permet d'appeler ça. Donc on peut avoir de la sélection intelligente, de la capture. On va avoir afficher les notes, créer une note, message animé. Donc ça va être le truc à la con qu'on peut envoyer. Alors bon, c'est vraiment le truc à la con. Mais voilà, on peut dessiner, on a plusieurs modes. Et c'est un GIF en fait qu'on va pouvoir envoyer. Donc compatible avec tout. Nous avons aussi... Hop, dégage. Nous avons aussi la traduction. Alors traduction qui va être... Alors, je vais essayer de chercher un site. Alors, The Verge. Allez, The Verge. Alors, The Verge. En fait, ça va être un système de traduction. Donc, en fait, on va passer. Hop. Alors, en plus, on va parler de Facebook. Ah, la Facebook, alors là, Zuckerberg qui prend cher. Et là, par exemple, on va prendre, hop, ici. Et il va nous traduire. Alors, normalement, il est censé nous traduire. Alors, je crois que c'est le début. Alors, est-ce que c'est peut-être... Non. Impossible d'extraire le texte. Impossible d'extraire... Ah, il n'arrive pas à extraire le texte. C'est chiant comme partie. Hein. En fait, il faut qu'il ait bien le carré, mais il n'arrive pas à l'extraire le texte. Bah, ça, c'est cool. Parce que ça marchait bien lorsque je faisais. On va aller chercher ailleurs. Je sais pas, moi, on va aller chercher... Allez, Wikipédia. Bah, pour le coup... Ah oui, mais je l'ai en français. Putain, c'est con, ça. Normalement, est-ce que je peux avoir la page classique The Verge? Oh putain, ça va être trop lourd. Allez, Rock Made in France, putain, fait chier. Dexo. Allez, on va aller sur Dexo. Bon, on va faire le dernier essai, sinon on va passer à la suite. Donc là, on est sur Dexo, il n'arrive pas à l'extraire. Bon, bah, c'est mort. Alors, bon, bah, normalement, c'est censé marcher, ça marche pas, c'est con. Mais ce qui fait que, voilà, bon, on a quand même des trucs avec le stylet, la traduction, bon, là, pour le coup, est-ce que c'est Oreo qui fait ça? Je ne sais pas, mais c'est fort probable. On a aussi le Game Launcher. Le Game Launcher, alors là, pour le coup, bah, je suis directement là. Donc, en fait, ça va regrouper tous les jeux, ça le détecte automatiquement. Ce qui est plutôt cool, c'est de l'avoir le côté regroupé, qui est assez agréable. On va avoir le côté où on va pouvoir gérer, en fait, le mode performance, etc. Donc, voilà, selon vos envies, vous avez ça.
Vous avez aussi découvrir d'autres jeux, donc ça va présenter des petites annonces, des petites pubs. Donc là, le fait qu'il y ait PUBG et d'autres jeux. Les statistiques, on a même les statistiques, type de jeu auquel on joue. Voilà, la grande base, les plus immersives, blablabla. Bon, voilà, c'est une alternative au Play Store pour la partie jeu et trouver les trucs les plus connus et ceci et cela. Donc c'est un petit service en plus. Voilà, bon, c'est toujours ça. Ensuite, après, ça va directement les paramètres. Parce que bon, Bixby, on a vu. Les paramètres en particulier, on va avoir donc le système de filtre bleu qu'on va pouvoir gérer, donc du lever au coucher, ou personnalisé, ou tout le temps. Donc en gros, ça donne hop, ceci. Police et zoom d'écran, donc selon ce que vous préférez, donc petite, taille de la police, et même changement de la police. La résolution de l'écran, par défaut, il est sur Full HD+, mais après, vous pouvez le mettre en quad ou en HD+. L'écran d'accueil, donc là vous pouvez choisir s'il y a un écran d'accueil ou pas du tout, ou unique. Donc c'est-à-dire comme les iPhones. L'écran, donc si vous voulez une grille plus ou moins grande, donc pour les applications aussi. Si vous voulez les badges, donc c'est-à-dire le nombre de mails reçus, etc. Donc on peut l'enlever ou non. Ensuite, hop. On a un mode simplifié, on a le cadre avec les icônes, le côté un peu unifié, sinon, truc normal. On a le témoin lumineux, donc tout ce qui est ici LED. La barre d'état, donc les notifs récentes uniquement, le pourcentage de batterie. La barre de navigation, donc on va pouvoir voir même des couleurs différentes, selon ce que vous préférez. Niveau de pression, donc sur la touche accueil. Donc là, ça va être le niveau de pression quand on va voir le déverrouiller. Disposition des touches, donc si on les a inversées par exemple. Ensuite, blocage des appuis accidentels, écran de veille. Bon, voilà. Après, on a aussi autre chose. Donc là, en fait, il peut proposer d'autres choses par rapport aux gens qui vont aller chercher dans l'affichage des choses qu'ils ne voient pas forcément. Donc on a optimisateur vidéo qui va être plus dans les fonctions avancées par exemple, ou dans le côté batterie. Par exemple, hop, ici on a les jeux, on a le Game Launcher, Smart Stay qu'on peut avoir. Donc c'est ce côté où il va voir, en fait, il va vérifier si vos yeux regardent toujours l'appareil ou non, et sinon il se met en veille. Geste capteur d'empreinte, on peut ouvrir ou fermer le volet des raccourcis, mais de toute façon il est tellement difficile à avoir que c'est pas forcément bien intéressant. Après, bien évidemment, sur le côté, sur le S9, ce sera beaucoup plus intéressant. Messagerie double, glisser, Smart Alert, voilà, on a plein de petites choses. Optimisateur de vidéo, donc là par exemple, ça va être donc justement le côté HDR, donc le côté un peu où ça va ressortir certaines vidéos. Ensuite, on a la maintenance, donc là on va avoir tout ce qui est batterie, mode performance, stockage, donc là on peut en libérer, on a plein de fichiers inutiles. La mémoire, donc il y en a beaucoup qui est utilisée, là pour le coup j'en ai 1,3 de libre, ça fait pas beaucoup, mais ça veut dire que c'est bien utilisé en tout cas et c'est plutôt fluide, donc j'ai pas de problème. On a une protection, donc moi après je refuse parce que j'en veux pas, je m'en fous, mais c'est tout ce qui est antivirus, alors reste avec McAfee, mais en soi on s'en fout. Le mode performance, optimisé, jeu, divertissement, performance élevée. Le côté optimisé, ça va être selon en fait ce que vous recherchez comme utilisation. Là, on est par défaut Full HD+, utilisateur de vidéo et Game Launcher activé. On a un convertisseur Ultra HD, donc pour tout ce qui est audio. Ensuite, la batterie. La batterie en elle-même, on va pouvoir faire des économies, donc fermer toutes ces applications. Alors c'est ce qu'ils disent. Après, on va voir mode d'économie d'énergie moyen, donc les choses qu'on peut désactiver, limiter la vitesse de tout ça, utiliser réseau arrière-plan, etc., etc. Et le maximum, où là, ça va le rendre au minimum, donc c'est-à-dire que on n'aura que quelques applications, un écran noir, ce genre de choses. Donc là, ça va être beaucoup plus limité. Ensuite, donc l'utilisation de la batterie, là on peut le voir. Bon là forcément ça représente pas forcément mon utilisation, mais on peut voir que j'ai une autonomie qui est globalement, enfin l'autonomie j'en suis assez satisfait, mais ça on y reviendra. Ensuite, l'application, alors on a tout ce qui est application par défaut, gestion des applications, etc. Donc application par défaut, on va l'avoir ici. Donc autorisation des applications, afficher des applications système, accès spécial, réinitialiser, préférences, bon c'est le truc classique. Donc on a le Always On Display. Alors le mode déverrouillage, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir en fait en activer plusieurs. Ça arrivait avec Oreo, je ne sais pas si c'était déjà le cas avant, mais avec Oreo, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on peut activer à la fois, parce que sur la suite, en tout cas, on ne pouvait pas, à la fois la reconnaissance faciale et à la fois l'empreinte.
Ce qui est plutôt cool puisqu'on va avoir le choix. Et en plus de ça, on a le schéma, donc ça fait plusieurs choix. Mais après, clairement, et ça, on va en parler maintenant, la reconnaissance faciale, alors déjà sur le dessus, je la critiquais un peu parce qu'elle n'était pas parfaite. Alors autant l'angle est plutôt bon, autant le souci que j'ai, c'est que quand les conditions vont être un peu moyennes, bah, il va mettre du temps. Et parfois, je vais mettre plus de temps à faire ça. Alors là, normalement, il va me détecter tout de suite. Mais si par exemple, en fait, il va faire ça, il va aller chercher. Là, par exemple, il m'a détecté alors que je suis... voilà, l'angle 1, c'est ça. Hein. Donc, il est plutôt bon en angle. Mais parfois, il va chercher. Et en fait, bah, je vais aller faire ça pour faire ça. Et je vais être plus rapide. Il y a des moments, c'est comme ça. Et je trouve ça normal. Le scanner d'iris aussi, c'est très bien, mais le problème, c'est que par contre, il faut bien le regarder droit. Moi, j'ai pas envie de regarder droit le téléphone. Donc, ce qui fait que ça m'intéresse pas, par exemple. Et ça, c'est le truc qui est un peu plus chiant. Mais c'est beaucoup plus sécurisé, par exemple. Ce qui fait que, entre le fait qu'on ait le lecteur d'empreintes qui soit difficile d'accès et la reconnaissance faciale qui peut être un peu aléatoire, surtout dès que les conditions d'utilisation sont un peu moyennes, bah, je trouve ça dommage sur cet appareil-là. Après, c'est pas le truc que je recherche le plus. On a Smart Lock, classique, ça c'est intégré à Android. Google Protect aussi, mise à jour de sécurité du 1er mars. Samsung Pass, alors ce système-là, en fait, ça va être pour tout ce qui est, alors soit des trucs sécurisés, mais en fait, ça va être, par exemple, en fait, ça va surtout vous être proposé pour l'enregistrement des mots de passe de Facebook, de Twitter, etc. Et ça va les récupérer comme ça, quand vous récupérez les applications, ça aura déjà les mots de passe dedans. Donc ça peut être sympa pour ceux qui veulent pas s'emmerder, par exemple. Ensuite, donc Cloud et comptes, donc vous avez Samsung Cloud qui va gérer, donc si vous avez un cloud, donc l'utilisation du cloud, galerie, Samsung, enfin les notes, etc. Sauvegarde et restauration, donc là bien sûr c'est tout ce qui est lié à Google ou Samsung, en fait les deux le proposent, et Smart Switch, c'est quand vous changez en fait d'un appareil à un autre. Google, alors ça c'est la nouveauté qu'il y a avec Android Oreo aussi, c'est qu'on va avoir toute la partie Google avec tout ce qu'il peut gérer ici. L'accessibilité, donc on aura la vue, donc tout ce qui est voice assistant, étiquette, police, ça va être une loupe, ça va être couleur négative, etc., etc. Ajuster les couleurs de l'écran, donc ça va être selon ce que vous cherchez, donc selon voilà, selon votre ce que vous cherchez tout simplement. On va avoir un détecteur de son, l'audio mono, on peut avoir une balance de gauche ou droite au niveau des... Si vous avez une oreille qui entend moins bien que l'autre par exemple aussi, vous avez pas mal de petites choses. Vous avez un mode de pression, enfin vous avez pas mal de petites choses qui va permettre pour ceux qui ont des petits soucis tout simplement divers et variés en termes d'audition, de vue ou de toucher, et bien d'avoir ce système pour que ce soit plus simple. On a un truc spécial pour les mises à jour. Hop, le dernier a été installé. Donc il me dit bien, voilà, donc Oreo, téléchargement, dernière vérification, bah là pour l'instant il n'y en a pas de nouveau. Hop. Et donc à propos du téléphone, option de développement, ça c'est moi. Donc voilà, on a fait à peu près le tour. La surcouche en soi, elle est, actuellement, j'ai pas à me plaindre du tout. Elle est fluide, elle est fiable. Le seul moment où j'avais un souci, c'était avec Respawn IRC, où il avait du mal à ressortir. Alors Respawn, c'est un peu une application spécifique pour le coup, mais parfois il avait du mal à la lancer, il mettait du temps alors qu'elle était dans la RAM. J'ai pas compris pourquoi. Maintenant, c'est plus le cas. Donc pour moi, j'ai pas de souci au niveau de la fluidité. C'est juste l'arrivée de Bixby qui peuvent avoir un peu du mal, comme nous, Google Now Launcher. C'est surtout ça. Mais au-delà de ça, j'ai aucun problème de fluidité. Au niveau de l'écran, on se retrouve avec un écran de 6.3 pouces OLED, donc avec une résolution de 2960 x 1440p, ou de la 2K en 18,5 neuvième, et on a un écran qui est absolument magnifique à regarder. Donc, si on regarde dans les options, on a quelques options classiques maintenant. Donc, tout d'abord, on a le filtre de lumière bleue, alors qui peut être activé soit du coucher au lever du soleil, donc qui va détecter quand est-ce qu'il n'y a plus de soleil. En fait, ça va être envoyé par les serveurs. On peut choisir l'opacité, donc là, on peut voir que ça vire au rouge, ce qui est plus agréable, ou très peu. Donc, selon vos choix. Par défaut, il va être au centre, ce qui est plutôt correct. On peut avoir une version personnalisée, ou tout simplement l'activer ou le désactiver quand on a envie. Aussi, nous avons droit donc à la résolution qu'on peut changer. Alors, soit en HD+, puisqu'on est en 18,5 neuvième en plus de ça. Donc HD+, Full HD+, ou donc Quad HD, donc le côté un peu aussi toujours 10,5 neuvième avec cette résolution un peu bâtarde. Et ce qui fait que par défaut il est sur Full HD+, qui est largement suffisant. La différence entre le Full HD, le Full HD et le Quad HD est très minime. Il ne se voit pas, à moins d'avoir des yeux de lynx.
mais entre les deux, en fait, au niveau des écritures ou quoi que ce soit, très peu de choses changent. Par contre, la HD va commencer vraiment à avoir quelque chose d'un petit peu plus baveux, un peu plus moins fin, et ça va être moins agréable. Donc, si on fait l'appliquer ici, je verrai aucune différence. Même au niveau de l'autonomie, peu de choses vont changer. Le plus grand intérêt, ça va être surtout pour les jeux, par exemple, où on va vouloir avoir le plus de performance possible. On a aussi les différents modes d'écran. Ce qu'on va voir, ça va être affichage adaptatif. Donc, c'est quelque chose qui va s'adapter selon les conditions. Donc, si vous êtes avec quelque chose, par exemple, il y a beaucoup de soleil, les couleurs vont être très vives pour que ce soit très voyant. Quand vous êtes en intérieur, quand il fait noir, tout va s'adapter au niveau, en fonction des besoins pour que vous ayez le meilleur confort possible en termes pour pouvoir voir l'écran tout simplement. Le cinéma, ça va être quelque chose d'un peu plus neutre, mais ça restera légèrement saturé pour avoir quelque chose d'agréable. Photo, ça va être pareil, un peu dans le même principe, mais des couleurs un petit peu différentes, un petit peu plus saturé aussi, donc un peu plus joli. Et basique, c'est ce qui va être le plus proche de la réalité, c'est-à-dire que on va voir l'écran, enfin au niveau des couleurs, ce sera le plus neutre. Ensuite, ce qui est bien, c'est que dans l'affichage adaptatif, on va pouvoir gérer l'équilibre des couleurs, donc c'est-à-dire plus chaud ou plus froid, donc on peut le voir, même si je trouve que ça tend plus vers le vert que vers le bleu, et vers le chaud, j'ai une espèce de bleu-rouge un peu bizarre. On a des options avancées, on va pouvoir en fait gérer carrément les couleurs. Donc, alors ça reste assez léger, mais on va pouvoir gérer. Et ça, c'était notamment le cas pour le problème. Alors, je sais plus si c'était pour le Note 8 ou non, mais pour gérer notamment le problème d'écran rouge qu'on pouvait retrouver pour certains. Donc, c'est-à-dire que après, on avait la possibilité de baisser la couleur rouge pour ceux qui avaient le problème d'écran rouge en fait. On a aussi donc la partie verte, donc on peut voir qu'on va avoir un certain impact et on peut avoir quelque chose par exemple plus bleuté, plus vert selon vos besoins, selon vos envies. Après de base, le côté basique est largement suffisant et assez agréable. Le côté adaptatif étant pour moi le plus flatteur à l'œil globalement. Vous avez sinon le mode photo. Donc un écran qui est vraiment agréable. Dernière chose, hop, ici, bien là, ça va être la luminosité qui au maximum va être vraiment forte et au minimum ça va être très peu, là on le voit même plus d'ailleurs ici, mais pour la nuit ce sera très bien parce que ça va être très peu lumineux. Donc un écran très agréable qui s'adapte à toutes les situations, donc en plein soleil ou en pleine nuit ce sera très bien. Au niveau des couleurs il y en aura pour tous, ceux qui veulent du très dynamique comme du très neutre, donc rien à dire sur cet écran qui vraiment pas mal. Juste petite chose, ça va être pour tout ce qui est rayures. Où la rayure, moi j'ai réussi à créer une rayure ici sur l'écran et attention aussi sur les coins. Et mon chat fait n'importe quoi. Sur en fait les parties un peu incurvées de l'écran, autant le tactile ça gêne pas beaucoup, autant par contre tout ce qui va être tout ce qui va être cette partie-là, en fait, tout ce qui va être incurvé va prendre plus facilement les rayures ou le traitement risque de partir plus rapidement. Au niveau du son, donc là, on est sur un simple haut-parleur. Le double haut-parleur n'est qu'arrivé qu'avec le S9. Alors, honnêtement, le haut-parleur, forcément par rapport à un double haut-parleur, surtout ce qui est proposé avec le S9, on a une très bonne évolution. Clairement, le S9 donne une très bonne évolution. Là, ça reste très correct dans le sens où on a quelque chose qui reste assez clair, assez performant, assez puissant et équilibré. Donc globalement, j'ai pas grand-chose à lui dire là-dessus. C'est un haut-parleur correct, mais ça reste un simple haut-parleur. Mais bon, pour du haut de gamme, ça reste très correct. Mais ça aurait été mieux, surtout à ce prix-là, d'avoir du double haut-parleur. Ce qui va être le plus intéressant, c'est surtout parler de la jack. Alors déjà, on a un port jack. Ensuite, on a une puce audio dédiée. Alors une Cirrus Logic, j'ai plus c'est la CS42L. C'est 42L43, une connerie du genre. En gros, c'est du milieu de gamme. C'est un petit peu mieux que ce que propose Qualcomm avec son Snapdragon 835. C'est un petit peu mieux sans être non plus exceptionnel. Donc ça reste très correct. Et ça va permettre globalement d'en profiter plutôt correctement et ça reste agréable. D'ailleurs dans la surcouche je n'ai pas montré la partie son, mais ça va être la chose intéressante à montrer. Justement, donc après avec tous les petits trucs, toutes les petites options qu'on a, on a droit en fait à une partie ici qualité et effet sonore.
Alors moi perso je n'en ai pas touché parce que je trouvais que c'était plutôt pas mal par défaut. Ça reste un peu basseux. Le son est un peu basseux au départ. Donc après ça peut se modifier. Mais par exemple on a l'égaliseur, donc par défaut. On va voir personnaliser si on veut. Et donc soit on va avoir un égaliseur qui va être assez simple. Alors plus aller vers les passes ou plus les aigus avec divers choix. Et plus on va plus aller vers les instruments que le vocal, comme vous voulez, en fait ce que vous voulez mettre en avant. Alors pour moi en général ça dénature le son, ce que je n'aime pas trop. Et vous avez ce système d'égalisation qui est plutôt précis pour le coup, mais avec justement c'était les Z5000, je trouvais que en fait la modification des fréquences, notamment en rajouter, donnait un côté superficiel et assez faux au son, donc ce qui fait que j'avais pas tendance à l'utiliser. Vous avez le convertisseur Ultra HQ, donc là, améliorer la résolution sonore. Alors, il y a des petites modifications, je l'ai ressenti. Alors, ça a l'air d'être un peu plus dynamique, ce genre de choses. Après, je sais pas exactement quel est l'effet sur le son. Mais globalement, je trouvais qu'il y avait une meilleure dynamique dans le son. Les détails, je les trouvais pas forcément meilleurs, mais il y avait quelque chose en plus qui était assez agréable. Le surround, alors là, c'est pour le côté un peu spatial, que je trouve pas forcément utile. L'amplificateur à tube, c'est logiciel aussi, ça donne un effet aussi un petit peu plus basseux, qui donne un effet qui semble plus naturel, en tout cas, de ce que j'ai ressenti. Salle de concert, ça parle de lui-même. Et Adapt Sound. Alors, Adapt Sound, ce qui est sympa, c'est que ça va rehausser certaines fréquences pour avoir quelque chose qui se rapproche un peu plus de ce qui est censé être la réalité. En plus de ça, il peut le gérer aussi dans le Bluetooth, mais pas forcément comme ils le disent, c'est bien précisé. Il y a plusieurs pré-réglages, donc après c'est dommage de ne pas avoir mis 30 ans, mais bon c'est logique, c'est-à-dire qu'on a 3 pré-réglages si on a moins de 30 ans, entre 30 et 60 ans. Ça, en fait, ce qui se passe, c'est que par défaut, alors il faut brancher un casque, mais ça va envoyer plusieurs sons, et selon les sons, comment vous les entendez, il va dire, ok, alors attends, il faut rehausser. Donc selon ce qu'il y a besoin. En fait, il va voir ce que vous entendez ou non en fait. C'est vraiment en fait comme un système dans les cabinets en fait pour l'audition où ils vont dire est-ce que tu entends là à droite, est-ce que tu entends à gauche et là et là et là et il y en aura qui sont plus ou moins forts. Donc ça c'est le côté assez cool en tout cas du côté son. Je l'ai trouvé plutôt bon, c'est pas exceptionnel mais le son est plutôt bon dans l'ensemble. Par défaut c'est juste un poil basseux mais au moins on a droit à une jack, on peut même mettre une micro SD pour ceux qui ont énormément de médias comme moi. Alors, après l'audio, la photo. La photo, alors, ce Note 8 embarque pour la première fois un deuxième capteur photo. Alors, pour voir, hop, ici, non, c'est pas ça que je voulais. C'est Device Info Hardware. Donc, pour voir exactement quel est le modèle de caméra qui est utilisé, on a le S5K2L2, donc le même qui est utilisé pour le S7 et le S8, et même le S9 normalement. Le S9 c'est le même capteur mais en ouverture 1.5. Et le deuxième capteur c'est un S5K3H1 de 12 mégapixels aussi. On va le voir d'ailleurs sur certaines photos où les couleurs sont un petit peu différentes. Le deuxième capteur a surtout pour intérêt d'avoir un zoom x2. Donc d'avoir un vrai zoom optique pour le coup, ça va être surtout ça. Alors le premier capteur il est en 1.7, le deuxième est en 2.4 et ce qui fait que c'est plutôt pas mal. Alors normalement je fais défiler des photos pour que vous puissiez un peu voir de quoi est capable la bête. Et j'ai pu faire de très très belles photos. Je suis assez content de ce que j'ai pu faire. Alors voilà, je vous mets les photos, ce sera plus simple pour moi. Je pose le téléphone, ce sera plus simple. Ce qui fait que, alors moi qui ai le DxO One, j'ai eu le Mate 10 Pro en test aussi. Alors le Mate 10 Pro, je me suis pas autant éclaté à faire des photos. Il était plutôt bon, mais le rendu général, et surtout de nuit, je l'ai trouvé pas forcément extraordinaire. Là, je trouve que le Note 8, il y a un vrai plus, alors que je retrouve avec le Note 8 en fait, avec le S8 ou le S7, et ce qui m'a permis de faire de très très belles photos. Alors certaines sont floues dans l'album, si vous regardez notamment dans Disney, parce que je les prenais de côté, et comme c'était une pause un petit peu longue, forcément ça a un côté un peu flou. Mais globalement, je suis vraiment éclaté. Tout ce qui est fleurs, tout ce qui est bâtiments, la comparaison avec le DxO One aussi, tout simplement, permet de voir que c'est vraiment impressionnant de ce qu'il est capable de faire. Alors certes, c'est pas au niveau du DxO One, le DxO One reste un peu au-dessus. Par contre, au niveau de la justesse des couleurs, il est meilleur. Déjà, ça c'est une première chose. La deuxième chose, la gestion logicielle pour avoir le côté, quand on est en zoom x2, d'avoir le côté grand angle et le côté normal, est vraiment cool dans la galerie. Ça ajoute un vrai plus. Donc ce que j'ai montré dans la partie surcouche.
Donc vraiment d'avoir le choix, d'avoir les deux prises de vue est vraiment sympathique et permet de se dire, bon bah voilà, je l'ai pris en zoom x2, mais j'ai aussi la normale. Euh, Au-delà de ça, j'ai pas grand-chose à dire sur les photos parce que elles sont, il y a beaucoup de détails, elles sont vraiment bien. En fait, ça va être surtout, il y a deux choses en fait. Alors, on sent qu'il y a de la retouche logicielle, surtout sur le premier capteur, le capteur classique. Dès que les conditions vont un petit peu commencer un peu à devenir basses, on va sentir qu'il y a un lissage. Et sur certaines photos, j'ai trouvé que le lissage était trop présent, la retouche logicielle était trop présente et que ça se voyait en fait, ça se devinait. Ça, c'est vraiment le plus gros souci que j'ai, alors qu'il est moins présent sur le zoom. Justement, je trouve qu'il est un peu plus libre. Par contre, le zoom, lui, comme il est en ouverture 2.4, s'il n'y a pas assez de lumière, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va passer sur le deuxième capteur, enfin sur le capteur principal en 1.7, et donc en fait, c'est juste un zoom logiciel. Donc c'est ça un petit peu le petit truc un petit peu dommage, c'est qu'après bah, on se retrouve avec des photos où le lissage est assez important et il y a quand même un manque de détails. Néanmoins, globalement, c'est vraiment bon. Je me suis vraiment éclaté à faire des photos. En plus de ça, avec l'écran de 6.3 pouces, c'est extrêmement agréable. Enfin, c'est agréable à pouvoir visionner et se dire est-ce que je l'ai bien prise ou non. Mais il est vraiment sympa. L'autre chose aussi, c'est que le zoom x2, si la cible est trop petite, il aura vraiment du mal à détecter la cible. Il aura vraiment du mal à faire la mise au point. Dès qu'on est un petit peu près, il est un peu perdu. J'ai galéré, notamment la photo où vous voyez la petite fleur qui est sur sa branche. Je vous dis pas le nombre d'essais que j'ai dû faire pour l'avoir correctement. C'est plein de petits détails. Forcé là où l'autre capteur à n'importe quel moment, celui de Samsung c'est forcément automatique et ça c'est un petit peu dommage. Donc c'est vraiment ça en fait, ça va être des petits détails pour aller un petit peu plus au bout, comme ce que propose Asus qui est vraiment complet de ce point de vue là. Comme le système où Asus permet en mode pro de désactiver la retouche logicielle. Ce serait bien que Samsung le fasse aussi, comme ça permettrait d'avoir des photos plus naturelles qu'on peut retoucher ensuite. Mais ce qui est bien, c'est que au moins on a un appareil photo qui, enfin, comment dire, quand on prend des photos, l'appareil est déjà retouché, il est déjà prêt avec les bonnes couleurs, les trucs justes, la bonne netteté, et globalement les réglages de Samsung sont bons dans la plupart des cas en fait. On n'a juste pas envie d'y toucher parce qu'elle est très bien comme ça. Et il faut avouer que voilà, Samsung en termes de photos, c'est les rois, tout simplement. Donc je vous conseille de regarder l'album. En plus de ça, je suis à la Disney, j'ai fait plein de photos. Donc je vous conseille de regarder et voilà, je me suis vraiment éclaté à l'utiliser. Donc voilà, une partie photo qui, tout simplement, qui est vraiment bonne. Alors je vais quand même montrer, hop, je vais quand même montrer ici la partie, le logiciel, quand même la partie photo, voilà. C'est-à-dire qu'on peut avoir le choix du grand écran si on veut avoir que ce soit en plein écran. Donc vous avez la mise au point direct en fait qui est le mode bokeh. Le mode bokeh qui est globalement assez bien, il vous dit quand en fait il peut vous montrer si c'est bien fait. D'ailleurs le mode bokeh parfois il a quelques erreurs comme d'habitude, hein, ça reste du logiciel, mais globalement ça marche vraiment bien. Le mode pro, donc on a le mode pro ici, mais voilà, on n'a rien pour dire, bah écoute, voilà, je veux choisir l'autre capteur, bah non, on ne peut pas. Et ça, c'est vraiment dommage. Alors, ce qui fait qu'on va pouvoir tout gérer. Alors l'ISO, d'ailleurs, elle passe de 50, hop, elle passe de 50, hop, ici, à hop, 800. Donc voilà, donc c'est vraiment limité en termes d'ISO, on est vraiment bas. Donc ils ont vraiment tout joué sur l'ouverture tout simplement. On va voir le standard, brisé, etc. Donc des modes de couleurs différents. Le focus, on va pouvoir le gérer aussi. Alors ce qui est bien d'ailleurs avec le focus en mode pro, c'est qu'on va voir le système en fait tout en vert. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir le montrer. Mais en fait, on va voir quand on est net, en fait. Il va nous dire où est-ce qu'on est net. C'est simple, c'est précis et efficace. Là où pour le S7, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il y avait un espèce de un petit endroit où il mettait un zoom et il mettait, bah voilà, ça permet de voir en gros là où c'est net. Là, ça montre avec un petit truc vert très léger et très efficace. Au-delà de ça, donc on a bien évidemment du ralenti, hyperlapse, panorama, aliment, des petites choses. Après, on peut en télécharger d'autres. Sport, animated GIF et rearcam selfie. Voilà, des petites choses toutes bêtes. Vous avez tout ce qui est donc des effets, alors pour le visage, ce genre de choses.
Vous pouvez en télécharger en plus de ça, mais voilà, donc ça c'est des petites choses un peu plus à la con. Donc voilà, pour le zoom, en fait, c'est juste ça, et ce qui fait que vous pouvez jamais savoir réellement sur quel capteur vous travaillez, en fait, pour le savoir que après avoir pris la photo. Au niveau des options, on a droit, donc au niveau de la taille de l'image, donc en 4 tiers, en 12 ou 6.2, en 16 neuvième, en 18,5 neuvième si on veut, là en 8 mégapixels, pas très intéressant, et en 1 sur 1, et on peut aussi choisir d'enregistrer en RAW si on a envie. Pour la taille, donc on a droit au Quad HD, au 4K, Full HD 60 fps, Full HD, 18,5 neuvième. Donc là, c'est vraiment de le pousser, le 0,5 neuvième en plus de ça. Et on peut, alors ils nous disent bien que en 4K, Quad HD, Full HD 60 fps, il n'y aura pas l'HDR, l'effet vidéo ou suivi autofocus. La stabilisation n'est pas disponible lors de l'enregistrement des résolutions 1.1 et VGA. D'accord. Ok, et à l'avant, on a même droit du Quad HD sur l'appareil photo avant, qui est plutôt cool pour le coup, qui fonctionne plutôt bien. On a stabilisation vidéo, on l'a, donc on a un petit peu tout, donc là c'est assez complet, et je trouve la stabilisation plutôt bonne d'ailleurs. Elle est vraiment, vraiment de bonne qualité, donc tout simplement, voilà, ça a été assez agréable de l'utiliser. Alors par contre, oui, il y a une limite, ça vient je viens de le revoir, il y a une limite de 10 minutes. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Je pense que c'est soit pour la taille, pour limiter, parce qu'on est que sur 64 Go, soit pour la chauffe, soit pour les deux. Voilà un petit peu, en tout cas, pour la partie photo. Donc, une partie photo qui est très agréable. Ça reste des petits détails en soi qui pourraient être améliorés, mais globalement, le Note 8, je me suis vraiment éclaté avec cet appareil-là. Même si, selon Dexo, entre le Mate 10 Pro et celui-là, c'est très serré, dans la réalité, je trouve qu'il est beaucoup plus fun à utiliser. Au niveau de l'autonomie, on se retrouve avec une batterie de 3300 mAh, donc ça fait pas forcément beaucoup. C'est un petit peu moins que le S8 Plus, notamment dû au fait qu'il y ait tout simplement un stylet. Forcément, ça prend un petit peu de place. Donc, on a le droit à la charge rapide. Alors, que dire un petit peu de cette autonomie? On est sur un... Hop, ici... On est sur un appareil qui est plutôt bon en termes d'autonomie. Là, par exemple, j'étais à 43% et j'étais à 91 écrans allumés. Donc le tout en 4G avec même 39 minutes de Clash Royale. Donc ce qui fait que c'est plutôt bon. Je suis assez satisfait personnellement de l'autonomie. C'est pas forcément le cas pour tout le monde. Parce que moi, oui, généralement, je suis en gros aux alentours de 6 heures écran allumé. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui, ils font 4 heures. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit ça. Alors, est-ce que avec la mise à jour d'Oreo, est-ce qu'il y a besoin de le remettre à zéro pour profiter des améliorations qu'il y a sur Oreo? C'est possible, mais je ne saurais pas du tout vous dire si c'est le cas ou pas. Mais personnellement, en tout cas, avec mon utilisation directement sur Oreo et pas du tout sur Nougat, l'autonomie est vraiment bonne, elle est bien gérée et ça c'est assez cool. Du processeur, on est sur le bien connu Exynos 8895 avec donc ces 4 cœurs Mangouze M2, donc des Cortex A73 modifiés, et 4 cœurs Cortex A53. Au niveau des fréquences, on est sur du 1,7 GHz pour les Cortex A53 et 2,3 avec un boost à 2,6 pour les Mangouze M2. Alors le boost concerne que 2 cœurs qui peuvent aller à 2,6 GHz, donc s'il y a besoin. Au niveau des scores, on est sur 1991 points et 6549. Donc, ce qui fait qu'on est très bon. On fait partie des meilleurs. Alors, oui, certes, l'iPhone X fait 10 000 points. Le S9 fait 9 000 points, presque. Et le Snapdragon 847 en fait 7500. Mais ça reste tout à fait correct par rapport à ce que propose la concurrence. Et bon, après, au-delà de ça, on est tout à fait... dans la course entre guillemets. Donc c'est pas ça qui rend le téléphone obsolète. Surtout que les performances, il est très rapide pour ouvrir les applications. On peut voir que ça prend pas beaucoup de temps, surtout celles qui sont ouvertes avec les 6 Go de RAM en plus de ça. Il n'y a aucun problème de ce point de vue-là. Donc j'ai vraiment pas à me plaindre de ce point de vue-là. Il n'est pas en retard ni obsolète par rapport à d'autres. Au niveau de la partie graphique, donc on est sur un Mali G71 et MP20 et en termes de score, donc là sur long term performance on fait 832 frames et 173 ou 180 en fait sur Manhattan 3 points sur la partie autonomie.
Donc, si on compare ensuite avec d'autres, alors malheureusement, c'est vrai que moi, je l'ai pas fait pour le coup sur le mien, j'ai zappé, j'ai pas eu le temps par rapport à ce que je faisais. Donc, ce qui fait que, en fait, on était à 873 en 2K. Donc, ce qui fait qu'on est à peu près à 1400 en 1080p, ce qui correspond donc, par exemple, au Mi Note Pro. Euh, alors, normalement 860, on doit descendre un petit peu. Voilà, on se retrouve avec forcément des smartphones qui sont beaucoup moins puissants. Le S7 Plus par exemple. Ah non, alors, faut que je mette sur le bon. Ah bah voilà. Alors, on se retrouve avec donc les 800. Aux alentours, donc le S8 Plus, forcément, c'est logique. Le Google Pixel XL avec son Snapdragon Pixel XL, c'était le 820. Qui était en 2K. Donc voilà, en gros, c'est à peu près ça. On est aux alentours de ce que fait le Snapdragon 820. Le 835 étant un poil plus performant. Le Mate 9, par contre, en fait, gère un petit peu mieux les performances. En fait, il bride moins le GPU, ce qui fait que ça consomme aussi plus. Si on compare, donc il fait 1137 et 188 alors qu'il a 4000 mAh. Là, on en a 3300. En fait, Samsung, sur le papier, a un processeur graphique qui est beaucoup plus performant, mais préfère. En fait, c'est le côté un peu marketing pour marquer le coup face à Apple. Mais dans la réalité, le choix de Huawei avec ses 12 cœurs uniquement est largement plus intéressant puisque, en termes de prix en tout cas pour eux, puisque en termes de graphisme, il n'y a pas de jeu particulièrement qui bouffe plus que ça. Et en plus de ça, ils peuvent les lâcher beaucoup plus facilement. Là où le MP20, en fait, ils le limitent parce qu'il n'a que 3300 mAh, parce que ça va faire beaucoup chauffer le téléphone et que ça sert à rien. Donc il est limité, on fait 1500 1080p, donc en gros voilà, on va faire autant qu'un Snapdragon 800 à 835, donc il n'y a rien de spécial en soi en fait, il est dans la moyenne, c'est juste qu'en 2K forcément il consomme. Donc rien de... En fait c'est tout à fait normal qu'il fasse ces scores-là, c'est juste que le Mate 10 Pro lâche un petit peu plus la puissance en fait, il le bride beaucoup moins pour avoir des meilleures performances, en tout cas en bench ou même en jeu. Au niveau des performances graphiques, donc là on va être donc sur Hitman. Alors oui, c'est pas le jeu qui consomme le plus, mais néanmoins, je m'amuse bien dessus. Alors, forcément, qui dit grosse puce graphique dit grosse, qui dit forcément fluidité. Donc là, forcément, sur ce jeu-là, c'est très fluide. Ce qui est bien, c'est que comme Samsung limite un peu les performances, on n'est pas, comment dire, on va pas être, l'appareil en fait va très peu chauffé, ce qui fait que c'est assez agréable. Il faut rappeler quand même qu'il est gravé en 10 nanomètres, donc ça reste tout à fait acceptable. Hop, crève, voilà. Ce qui fait que, voilà, tout simplement, c'est un... Hop. Est-ce qu'il y en a un autre? Ah, voilà. Oui, on va s'amuser. C'est un smartphone qui, voilà, il se défend tout à fait... il se défend tout à fait pour la plupart des tâches. Ah, oh. Ah, oh. Il se défend pour la plupart des tâches en jeu. Bien sûr, les plus gros jeux vont tout à fait tourner à fond sur... ils vont tourner à fond sur tous les appareils. Hop, voilà. Hop. Donc, ce qui fait que, voilà, tout simplement, en jeu, pas de souci il n'y aura pas de souci. Après, si vous arrivez à faire laguer en jeu, c'est que le jeu est très mal optimisé, genre PUBG. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Voilà, c'est... Non mais voilà, tout simplement, voilà. Alors que la fatigue me quête, vous l'aurez compris, ce Galaxy S8 me plaît énormément. Ça faisait déjà quelques temps quand même que j'avais plus un téléphone qui m'avait autant plu. Et ce qui est bien, c'est que voilà, en fait, il a très peu de défauts. C'est ça qui est vraiment cool. En fait, son plus gros défaut, c'est l'implantation de l'appareil photo et du lecteur d'empreintes et de la reconnaissance faciale qui est pas terrible. C'est surtout ça en fait, ces défauts, ces vrais défauts. L'autre, entre guillemets, défaut, c'est qu'ils sont un peu trop grands. Pour moi, le 6.3 pouces, le 6 pouces avec le B10 Pro était vraiment bien. Le 6.3 pouces, c'est un petit peu trop grand, notamment quand on va aller chercher des informations comme ceci. C'est pas terrible. Mais globalement, c'est un appareil qui est agréable en main. Je le trouve plutôt autonome pour ma part. L'audio est plutôt bon. En plus de ça, on a le port jack. Ah oui, le port jack. Oui, j'en suis absolument là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça devient tellement rare de se dire qu'un acteur résiste à cette tentation d'enlever la prise jack
parce qu'il se dit que c'est plus simple, plutôt que d'essayer de vraiment essayer de l'implanter et faire plaisir aux utilisateurs, que je suis content que Samsung continue dans cette voie. Le fait qu'on ait aussi toujours le port micro SD qui me permet de remettre ma micro SD depuis très longtemps dans un téléphone avec un bon son et de reprendre, tout simplement de profiter avec une bonne qualité sonore de mes titres qui sont dedans, et ben c'est plutôt cool parce que certains ne sont pas disponibles sur certaines plateformes. Vous voyez de que je parle? Voilà. Euh, Mais ce qui fait que voilà, c'est quelque chose, c'est des choses qui me saoulent et je suis content que Samsung continue à le faire. C'est un appareil qui me plaît beaucoup parce qu'au-delà de ça, en plus de ça, il a un appareil photo qui, même s'il est très mal implanté en termes de design, il est vraiment excellent à utiliser. J'ai fait un album, j'ai fait près de 500 photos dessus. Bon, j'étais à Disney aussi, ce qui fait que je me suis éclaté beaucoup à faire. Je me suis dit, oh tiens, on va aller là, tiens, je vais faire plein de photos. Et donc, bah voilà, hein, j'en ai fait 200 là-dedans. Bon, il y en a plein qui sont flous parce que bah, je bougeais en même temps. Mais néanmoins, c'est vraiment bien géré, c'est vraiment agréable. Je veux dire, je me suis éclaté en photo. Je me suis éclaté. Le mode pro, j'en ai eu très peu besoin parce que de base, il fait toujours de très très bonnes photos. Là où le Mate 10 Pro, on a un peu plus besoin du mode pro pour rehausser quelques photos et au final, on a une espèce de peinture. Alors que là, non. La gestion de la netteté, la gestion est plutôt bonne. Et à part quelques petits défauts par-ci par-là, quelques petits détails, bah, les photos, je m'éclate toujours à les faire en fait. Et je me suis vraiment éclaté à les faire. Et je regardais le résultat et fait waouh, genre la tulipe, elle est magnifique quoi. Et voilà, c'est un smartphone que j'ai vraiment apprécié utiliser. J'ai vraiment trouvé vraiment génial et qui, bah voilà, il n'a pas vraiment de défauts. Il en a quelques-uns, bien évidemment, mais ça reste assez léger par rapport au nombre d'avantages qu'il a. Je veux dire, le stylet, de redécouvrir le stylet, mais ça m'a fait super plaisir. Ça m'a fait super plaisir et puis j'ai pu dessiner un petit peu, j'ai pu colorier un peu et ça m'a changé de jouer Clash Royale, etc. Là, ça a été plus quelque chose, une petite activité créative, on va essayer ceci et cela et ça faisait longtemps. Et puis même au niveau des notes, je veux dire, quand tu veux expliquer quelque chose à quelqu'un et que tu dois le dire oralement, oui, ceci et cela et ceci, t'as pas forcément la même chose dans la tête que la personne. Alors que là, j'ai reçu le téléphone, mes copines voulaient m'expliquer quelque chose, et dire ah oui, mais ceci et cela. Et en fait, elle a fait un schéma sur le téléphone, parce que je lui ai dit attends, vas-y, explique-moi, je lui passe le téléphone, je lui ai enlevé le stylet, elle a fait son schéma et j'ai pu comprendre ce qu'elle me disait. C'est aussi con ça, mais ça permet d'avoir quelque chose, un support visuel qui est tout le temps accessible. Le stylet n'est pas indispensable, mais il est très important en fait. Parce qu'on n'en a pas besoin tout le temps, on en a besoin de temps en temps. Mais quand on en a besoin, on est très content de l'avoir. Et c'est là-dessus où je suis content pour Samsung. Je veux dire, c'est comme le port micro SD. Le port micro SD, c'est pas tout le monde qui l'utilise. Avec 64 Go, on est large. Mais il y a plein de gens qui l'utilisent. Pourquoi l'enlever si tu peux l'implanter? Surtout si tu as la capacité. Je veux dire, sur un téléphone comme ça, on va pas me dire que le Huawei Mate 10 Pro, ils peuvent pas m'implanter une jack et une prise micro USB. Pas une prise. Un port micro SD. Bah, eux, ils y arrivent. En plus de ça, S9. Pourquoi les autres non? Voilà, tout simplement. J'ai envie de vous dire. Ce qui fait que voilà, Samsung, tout simplement, encore une fois, bah, il gère. C'est ce que je peux dire, c'est qu'il gère. Et je suis vraiment. Voilà. Je sais que je vais devoir le rendre. Les adieux vont être déchirants. Je sais même pas ce que ça donne en vidéo. J'essaie de faire des trucs, mais c'est nul. Mais ce qui fait que voilà, je veux vraiment le garder. Bon, je sais que je le garderai pas, mais je veux vraiment le garder. C'est un téléphone qui, voilà, je m'éclate vraiment à l'utiliser. Et ça faisait longtemps que bah, je me disais, bon voilà, j'ai terminé le test, allez, je reprends mon téléphone. Là, non, je l'utilise toujours en termes de principal pour l'instant parce que je m'éclate à l'utiliser tous les jours en termes de principal. Donc, c'est pour vous dire, ça faisait longtemps et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Alors, petit aparté, quand je dis que j'ai fini un test et que je le range, c'est pas parce qu'il est mauvais, c'est simplement qu'il y a des choses qui font que ça me plaît pas forcément. Et puis, ben, je sais que je vais devoir le rendre, alors je vais pas chercher plus loin. Alors que là, comme tout est vraiment bien, que ce soit en termes de photos, en termes d'audio, etc., ben forcément, j'ai beaucoup plus envie de l'utiliser, donc j'y vais jusqu'au bout. Bon, après, il faut voir parce que j'ai pas encore totalement terminé le test, mais c'est vrai que c'est un appareil qui est vraiment appréciable au quotidien et qui me donne pas envie d'aller sur un autre appareil pour l'instant. Bon, la puce son aussi, assez cool. C'est pour ça, et le port jack aussi, c'est assez cool. Donc voilà. J'aime ce téléphone. Ah là là. Je me fais rire tout seul parce que je me dis que je suis ridicule. Bref, non, Samsung m'a pas payé au passage. Voilà, c'est un téléphone que j'ai vraiment vraiment adoré. Ça, je pense que vous l'aurez vraiment compris. Et puis voilà, tout simplement. Il n'est pas parfait, mais s'il y avait plus de téléphones comme ça,
putain, qu'est-ce qu'on s'éclaterait à faire des tests. Allez, bon, si, il y en a quand même d'autres. Mais, et voilà. Les Galaxy Note, c'est toujours le côté... Il y a le truc en plus. C'est pour ça que j'ai toujours adoré les notes. Rien que le stylet, en fait, ça le rend unique. Voilà. Je fais une pub sur cette conclusion, c'est incroyable. Bref, sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoid. Et moi, je vais aller dormir parce qu'il est très tard.